Seriez-vous intéressé à acheter ce joli vase magique? Seulement 35 pièces d'or. Aujourd'hui, on parle de magasinage. Il est beau! Le magasinage, ou plus communément appelé le bout que tout le monde veut juste couper. Tu sais, j'ai parlé récemment dans une vidéo sur le rythme, du choix, du super pouvoir que le maître de jeu a de créer une scène pour un moment ou de résumer ce moment-là en quelques mots seulement. Puis tu sais, magasiner, c'est-à-dire comme groupe d'aventuriers dans un jeu de rôle, de prendre un moment pour aller dépenser son argent pour acquérir des nouveaux items magiques ou autres, c'est souvent le premier bout qu'on a le goût de couper, de résumer et de faire, bon, vous allez chez le marchand, vous donnez 35 pièces d'or, il vous donne le vase, vous l'avez, qu'est-ce que vous faites? Mais je pense que c'est pas toutes les sessions de magasinage qui méritent d'être jetées à la trappe. Oui, Donjons Dragons, c'est des histoires, c'est des enjeux, c'est des lieux qu'on veut explorer, des monstres qu'on veut détruire, mais il y a aussi beaucoup ça dans les jeux de rôle, le simple plaisir spontané de la rencontre. Puis les lieux de rencontre classiques là, dans les villages et les villes, c'est les tavernes et les magasins. C'est pas pour rien que Gilmore, dans Critical Role, est devenu un personnage tellement important de la première campagne. C'est que spontanément, Matthew Mercer, le maître de jeu, avait créé ce personnage flamboyant de marchand d'objets magiques et c'est devenu un incontournable. À chaque fois que les joueurs allaient dans cette ville-là, ils devaient aller à son magasin. C'est même devenu un partenaire de leur compagnie d'aventuriers. Fait que je pense que ce serait une erreur de couper toutes les sessions de magasinage. Mon but, ce serait un peu de vous inviter à revoir ce qui est le magasinage dans votre partie, la place que cette option-là occupe. Parce que oui, je suis sûr qu'il y a certaines tables qui vont vraiment gagner à couper les sessions de magasinage et à résumer les achats à un petit chat entre les sessions. Je dépense 8000 pièces d'or, j'achète une épée magique plus 2. Mais je pense sincèrement que vous avez à gagner aussi de réfléchir à vos magasins, à vos marchands, marchandes et à la façon dont l'économie des objets magiques fonctionne dans votre monde. J'ai 5 petits points pour vous qui peuvent vous inspirer peut-être de meilleurs magasins, de meilleurs personnages qui tiennent ces boutiques-là. Et si vous voulez des suggestions, je vous invite à aller sur notre page itch.io. J'ai monté un document contenant quelques boutiques magiques, des inspirations que je trouve vraiment chouettes. C'est un des documents que j'ai fait cette année que je trouve le plus réussi. J'ai vraiment eu des drôles d'idées en lisant Terry Pratchett, que je vous recommande de lire parce qu'il est awesome. C'est un auteur britannique que j'aime beaucoup. Fait que oui, vous irez voir ça si vous voulez des suggestions de boutiques. Le premier point, c'est que le magasin, c'est souvent une occasion de parler de votre monde. Par exemple, quand tu as un contact avec les petites gens du monde, que ce soit le tavernier, l'aubergiste ou le tenancier de la boutique, c'est que tu vas beaucoup apprendre sur le contexte sociopolitique de l'endroit. Est-ce que le magasin est prospère? Est-ce que l'économie est libre? Est-ce que la personne peut vendre ce qu'elle veut ou est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce qu'elle appartient à une guilde? Est-ce qu'elle doit être enregistrée? Est-ce que n'importe qui peut partir un magasin? Ou est-ce qu'au contraire, elle doit opérer dans l'ombre, se terrer dans une boutique souterraine pour ne pas être arrêtée par le tyran de la ville qui impose un impôt incroyable sur la vente d'objets magiques? C'est une trop belle occasion, on ne peut pas passer à côté de ça. À chaque fois, je pense que vos joueurs arrivent dans un nouvel environnement, nouveau royaume, nouveau monde. C'est de décrire un peu via ces boutiques-là ce qu'ils peuvent apprendre sur comment fonctionne cet endroit-là. Par exemple, est-ce que c'est un endroit où les gens n'acceptent pas l'argent étranger? Est-ce que c'est un endroit où ils ne font que du troc? Est-ce que les gens ne croient pas à l'argent? Est-ce que l'or n'a aucune valeur ici? Toutes ces options-là sont viables. Ça va vraiment créer des leviers intéressants pour vos joueurs pour poursuivre leurs aventures puis faire différentes rencontres sociales avec d'autres personnages non-joueurs de votre monde. La deuxième chose que vous allez perdre si vous coupez toutes vos sessions de magasinage, c'est la possibilité de faire du roleplay. Parce que oui, moi je trouve que c'est pratiquement en fait une rencontre de combat. Il n'y a rien de plus simple que de faire un duel de paroles, un duel d'intelligence, de ruse, que de faire de la négociation avec un marchand. Je le sais qu'il y a de l'abus, il y a toujours de l'abus, il y a toujours un joueur qui va essayer d'obtenir une épée magique gratuitement, mais moi je trouve ça tellement intéressant.
Puis ça permet à certaines classes de personnages de briller. Par exemple, le barde, avec toutes ses habiletés de persuasion, de bluff, etc., vous voulez lui donner des opportunités de parler, de négocier. Même chose pour le magicien. Le magicien a tellement un incitatif à trouver des parchemins pour ajouter de nouveaux sorts à son grimoire. N'hésitez pas à créer une bibliothèque magique où il va pouvoir échanger peut-être avec le magicien qui tient l'endroit. Dans Dragonbane, il y a une classe qui s'appelle le marchand, qui est vraiment une classe extraordinaire. J'ai tellement aimé jouer un marchand où soudainement, vous pouvez faire des espèces de deals. OK, ben écoute, je vais accepter de vendre mon arbalète à rabais, mais en échange, tu dois me donner un petit quelque chose. Puis là, il te donne un vieux bracelet, mais soudainement, ça devient un jeu. Ça aussi, c'est génial, ce jeu-là. Ce bracelet-là, où je peux me rendre avec? Je vais échanger ce bracelet-là à un gobelin contre un cimetière. Je vais échanger ce cimetière-là à quelqu'un contre une selle. Après ça, cette selle-là, je vais l'échanger contre un cheval ou un âne. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup cette façon-là de jouer le jeu de rôle. Fait n'hésitez pas à le pousser un petit peu avec vos joueurs, voir si ça ne peut pas les intéresser. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup, ne serait-ce qu'un bon vieux duel de persuasion pour le prix d'un item. Je trouve que c'est intéressant. Puis ça fait changement des batailles aussi. Les magasins aussi sont un endroit parfait pour introduire des quêtes. Donc si vous avez un moment un peu mort entre deux sessions où les joueurs ne savent plus trop vers où se diriger, c'est un super bel endroit d'avoir un magasin ou une boutique où le tenancier parle d'un objet qu'il souhaite faire l'acquisition ou qui cherche des objets rares. C'est un antiquaire spécialisé dans les objets qui ont appartenu à des démons. Et il va parler au groupe de joueurs d'une tombe loin dans la forêt au nord de la ville où il paraît qu'il y aurait des démons qui sont enfermés et il envoie les joueurs dans une quête pour explorer ce donjon-là. Parfait, écoutez, moi ça ne me dérange pas de vous commanditer votre expédition, mais en échange, vous devez me rapporter telle ou telle chose. Je pense que c'est comme des défis. C'est pas des grosses quêtes. C'est ça que j'aime aussi avec les quêtes que vous pouvez mettre dans une boutique. C'est que vos joueurs peuvent continuer le main storyline, l'histoire principale où ils vont chercher à sauver le monde, mais en chemin, si la personne de la boutique leur a demandé « Hey, puis j'ai vraiment besoin de cet ingrédient-là », ben vous pouvez mettre cet ingrédient-là un petit détour sur leur chemin où il faut qu'ils traversent une falaise pour aller chercher la fleur qu'ils voient sur le bord du précipice. Ça n'a pas besoin d'être une grosse quête qui va voler 2 ou 3 sessions de jeu de votre campagne, mais ça peut être des petites listes d'épicerie que les joueurs amènent avec eux. Fait que oui, si vous avez une quête à refiler à vos joueurs, la boutique, c'est un super endroit. Ce que j'aime aussi des boutiques, c'est que ça peut être un lieu d'exploration. Surtout les boutiques magiques. C'est-à-dire que c'est tellement un pilier important de Donjons Dragons, l'exploration, découvrir des gens intrigants, des lieux mystérieux, que les boutiques magiques peuvent tout à fait être un mini-donjon pour vos joueurs. D'être lancé dans une boutique où il y a plein de choses dans les étals, c'est intéressant parce que soudainement, les joueurs vont explorer. Ils vont regarder en faisant comme « c'est quoi cette plume-là? » Puis soudainement, vous pouvez leur décrire une plume qui a un petit pouvoir magique qui semble inintéressant, mais les joueurs pensent déjà dans leur tête à une plume qui peut chatouiller les gens elle-même, à distance. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je pourrais-tu genre chatouiller un magicien? Je pourrais-tu chatouiller un monstre? Est-ce que je peux renverser le roi? Tu te mets à penser à ça comme joueur quand tu vois ce genre d'objet magique-là. Fait qu'hésitez pas à en mettre des mystères. Ne serait-ce qu'une vieille tablette dans un langage disparu que personne n'est capable de lire. Soudainement, les joueurs voient ça et il y a plein de questions qui germent dans leur tête, peut-être de nouvelles aventures. Vous allez voir dans le document que j'ai fait en ligne, il y en a plusieurs propositions, mais n'hésitez pas à décrire différentes pièces, différents types de boutiques pour que les joueurs aient le plaisir aussi de découvrir c'est quoi le deal avec cette boutique-là et son tenancier ou sa tenancière. Et finalement, les boutiques aussi, ce qui est vraiment génial, c'est que ça peut vraiment aussi être un défi de combat. Un autre pilier super important des jeux de rôle, les combats tactiques. Dès que j'ai joué à des jeux de rôle avec des enfants, je me suis mis à penser à qu'est-ce qui protège les objets magiques dans les magasins. C'est très important de le faire parce que selon votre groupe, il est très possible que la première chose qu'ils tentent, c'est de voler tous les objets magiques à l'intérieur, de tuer tout le monde qui se trouve puis de partir avec tout le stock sans payer. Même les gens bons dans la vie de tous les jours, ça leur passe par la tête parce que le jeu de rôle, c'est comme ça.
ça nous transforme en monstres. Qu'est-ce que tu veux? Dites-le pas à personne, mais c'est vrai. Fait que oui, pensez aux défenses magiques de l'endroit. Parce que qui dit boutique magique dit toutes sortes d'options. Dans une bibliothèque, est-ce que ce sont des nuées de livres? Les livres s'animent et se mettent genre à donner des coups de paper cut dans les yeux de vos joueurs. Est-ce qu'il y a le classique golem, la construction mécanique et magique qui va venir protéger les items rares, des pièges, des malédictions? Moi, j'adore l'idée que si les joueurs se décident à voler tous les objets magiques de l'endroit, ils découvrent beaucoup plus tard que c'était une boutique magique spécialisée dans les objets maudits et que tous les objets qu'ils ont volés ont tous une malédiction qui va les suivre jusqu'à leur mort. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là que s'ils veulent aller là, on peut aller là, mais il y a toujours des défenses magiques dans chaque boutique pour protéger ce qui a de la valeur. C'est mes petites propositions pour que le magasinage dans vos parties de jeux de rôle soit pas comme une formalité un peu décevante comme quand on magasine les maudits cadeaux du temps des fêtes puis on fait le checklist puis la magie est partie parce que maudine que tu as l'impression de toujours racheter la même affaire à ta mère. À ramener un petit peu de magie là-dedans. Essayez de voir ça comme quelque chose de plus que juste l'achat d'objets, mais voir ça comme une expérience humaine de découverte et de partage. Qu'est-ce un peu ça?